Rebonjour à toutes et à tous, il est 13 h le journal. C'était à l'instant votre émission Politique Lérale avec Jean-Michel Cissé. Les titres de cette édition tout de suite. Élise Senghor. Journée mondiale de la protection civile célébrée ce 1er mars, prétexte pour la rédaction de s'arrêter sur les enfants errant dans les rues, car malgré la politique du gouvernement, les enfants talibés sont tout le temps dans les rues dakaroises. Au Dara Mam Abdoulaziz Sy, les enfants et leurs oustas se sont prononcés sur la question. Vous les entendrez au cours de cette édition. Et puis, enfants et Internet, nous en parlons. L'État prévoit un plan d'action pour mieux les protéger. Visite du président turc au Sénégal, arrivé à Dakar hier avec son épouse. Erdogan a un agenda assez chargé. Cet après-midi, les deux présidents vont présider un forum économique sénégalo-turc au CICAD. Découvrons la Turquie dans toutes ses richesses avec Marie-Thérèse Sagna qui nous propose un retour sur cette puissance économique, partenaire stratégique de l'Afrique. La rubrique éducation du jour, Suzanne Marissek est allée à la rencontre des étudiants de l'UCAD. Ils réclament une orientation à master, d'autres le paiement de leurs arriérés de frais de scolarité. Et la rubrique carême avec Abbé Christophsen, nous parlons du pardon. La page internationale de Sylvie Khadifei, la page des sports de Marie-Thérèse Sagna mettront un terme à ce journal. Restez avec nous pour le développement. Élise Senghor. Les Dara au Sénégal constituent depuis l'introduction de l'islam le centre d'éducation de la religion musulmane par excellence. Celui-ci a formé des millions de personnes des deux sexes en les dotant d'une conscience islamique ferme et résolue. Au Dara Mam Abdoulaziz Sy de la Médina, contrairement aux autres écoles coraniques, les talibés ne traînent pas dans les rues pour demander l'aumône. Cependant, ils voudraient bien être soutenus par le gouvernement. Le reportage réalisé à l'occasion de la célébration de la journée de la protection civile. Des nattes étalées sur le sol, des salles de classe vides. Nous sommes au Dara Mam Abdoulaziz Sy de la Médina. Trouvé debout sur une des nattes, Coran à la main, Biram Tal est le maître coranique du lieu. Il nous explique comment fonctionne son école. Notre enseignement, ce n'est pas de faire demander l'argent aux enfants. Nous les enseignons. Chaque fin du mois, ils nous payent 1000 francs ou bien 1500 le mensuel. On n'accueille pas des talibés pour les faire mendier. On a des talibés. Mais les talibés, ils vont à l'école. Ils apprennent le français et le Coran. Les talibés qui sont dans les rues, ce n'est pas leur faute. C'est les parents qui n'ont pas pris en charge leurs enfants. Il estime que ceux qui font mendier les enfants sont des profitards. Je dis que ceux qui font mendier aux enfants ne sont pas des marabouts, ce sont des profitards. Parce qu'un marabout qui a appris le Coran, qui sait ce que veut dire le Coran, ne doit pas humilier l'enfant. L'islam ne cautionne pas la mendicité. La mendicité n'existe pas. D'aller demander, ça n'existe pas. L'individu, si tu n'as rien, tu dois demander au bon Dieu pour qu'il te vienne en aide. Papa et Pape Sam sont deux talibés du Dara. Ils n'ont pas cours aujourd'hui, mais ils sont venus aider leur maître. Selon eux, la place d'un enfant n'est pas dans les rues. Cependant, ils demandent au gouvernement de veiller à la protection des enfants de la rue. damay jàng la yalwaan déedéet. yalwaan léegi yow loo gisee xale yi yalwaan ci mbedd bi. loolu baaxul. lu tax. mun nga dem ñu kidnappé la. ñu kidnappé la. wala ñu sàcc la yóbbu la. L'enfant n'est pas une ordure, il est l'avenir. C'est ce que nous a fait savoir le maître coranique. Son école n'a jamais bénéficié d'aide du gouvernement, mais exhorte les autorités à tenir en compte les Dara.
Les Dara, donc Sylvie Khadifaye, suite aux recommandations issues de la première conférence régionale portant sur la protection de l'enfant en ligne en Afrique, l'État du Sénégal, conformément aux conventions internationales, s'est engagé à établir un espace d'échange virtuel sans danger pour les citoyens les plus vulnérables. Au terme de cet atelier, il avait été mis en place un groupe de travail chargé d'élaborer un plan d'action. Dans cette lancée, un atelier de partage et de validation organisé donc pour adopter et proposer un plan de financement. Nous sommes avec Souleymane Diallo, directeur de cabinet au MCTPEN. Ce plan d'action vise en réalité à prendre en charge cette problématique qui est très importante, qui renforce la vulnérabilité de cette couche de la population, c'est-à-dire les enfants en ligne. On a aujourd'hui l'addiction des enfants qui est un problème très sérieux. Vous avez des enfants qui n'écoutent plus ce que les gens leur disent, qui peuvent ne même plus être sensibles à quelqu'un qui lui parle et tout. Ils sont complètement, c'est vraiment l'addiction totale. Il y a même en Europe, heureusement, ce n'est pas encore arrivé dans nos pays, des enfants qui sont tellement harcelés qu'ils sont tentés par le suicide. Donc, il y a vraiment des questions très sérieuses. C'est sérieux et nous savons bien que l'utilisation de l'Internet par les enfants est beaucoup plus importante même que l'utilisation des adultes. L'UNICEF nous a dit que c'est vraiment 2 tiers, en tout cas, les 2 tiers d'utilisation de l'Internet se fait par des enfants. Aujourd'hui, les moyens d'utilisation de l'Internet sont assez importants. Vous avez les tablettes, les smartphones, vous avez les écrans de façon générale. Donc, nous n'interdisons pas l'utilisation d'Internet par les enfants parce qu'en réalité, ça présente un potentiel énorme. Vraiment en matière en tout cas de savoir, d'ouverture, d'accès à l'information, de culture générale, mais également même d'utilisation des services pertinents. Tels que il y a beaucoup de services aujourd'hui qu'on peut utiliser sur Internet. Mais nous savons que le risque est important. Puisque le risque est important, il nous faut un plan d'action. Le plan d'action que nous avons proposé ici, qui sera validé tout à l'heure, c'est un plan d'action qui vise en réalité l'ensemble des couches. C'est-à-dire c'est un plan d'action qui vise carrément le gouvernement. Nous avons en tant que gouvernement une part de responsabilité, c'est-à-dire que nous devons prendre en charge le cadre juridique. Nous avons renforcé le cadre juridique. Il y a un cadre juridique, mais nous devons le renforcer. Il y a également, en tout cas, des actions qui concernent la société. Il faut davantage sensibiliser la société, davantage sensibiliser en tout cas les parents au niveau des ménages pour qu'en réalité qu'on puisse prendre en charge cette question, superviser en fait l'utilisation de l'Internet par les enfants. À l'instant, donc Souleymane Diallo, directeur de cabinet au MCTPEN. À sa suite, écoutons Leili Mouchri, représentant UNICEF. Les enfants ont besoin d'une protection et dans le côté Internet, il y a aussi des risques. Donc cette initiative vise à réduire ces risques et diminuer l'exposition aux enfants, aux dangers qui posent l'Internet. On peut dire que les enfants ont de plus en plus accès à l'Internet. On estime que chaque jour, il y a 165 000 nouveaux enfants qui entrent dans le monde de l'Internet. Pendant qu'il y a beaucoup de possibilités pour les enfants de bénéficier des intérêts qui offrent l'exposition en ligne, il y a aussi des dangers qui peut avoir des conséquences graves sur le développement et sur le futur des vies des enfants. Et cette initiative vise justement à adresser ces dangers. 13h passées de 9 minutes, allons à Ziguinchor dans le sud du pays, assister donc à la manifestation des enseignants qui s'adressent directement au chef de l'État, Macky Sall. Il lui demande de réparer l'injustice qu'il a lui-même reconnue à des enseignants qui refusent de cautionner des compositions sans leur participation. Ils ont marché ce matin avec leurs élèves. Nous écoutons Honoré Manga du SAEMS, membre du G6. Le président de la République, nous ne l'avons pas élu pour reconnaître des injustices. On l'a élu pour réparer ces injustices-là. Quand nous avons signé ces accords, tout le monde, tout le peuple sénégalais a entendu le ministre Mansour Sy dire que c'est pour la première fois qu'un gouvernement signe des accords réalistes et réalisables avec des enseignants. Et jusqu'aujourd'hui, en 2018, ces accords qui sont réalistes et réalisables ne sont pas encore réalisés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, enseignants de Ziguinchor, à l'image des
enseignants du pays. Nous sortons pour montrer notre mécontentement. Comment on peut prendre un ASP pour surveiller, quel que soit son niveau? Comment on peut prendre des personnes non assermentées pour surveiller une composition? Ce n'est pas sérieux. Prendre des élèves de terminale pour surveiller des élèves secondaires, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Et nous attirons l'attention des chefs d'établissement. En tout cas, nous, enseignants, nous avons fini de prendre nos responsabilités. Les copies là qui ont été surveillées par des corps étrangers, nous ne les prendrons jamais pour les corriger. L'information juste et précise, c'est sur RSP 95.2. L'affaire Ali Ngouille continue de défreiner la chronique. Le Parti socialiste a emporté son soutien au ministre de l'Intérieur Ali Ngouille après sa sortie dans une émission télévision où il donnait sa position sur l'élection présidentielle, une sortie dont a profité l'opposition pour s'acharner contre le ministre. C'est Abdoulaye Wilane qui l'a dit. Il est le porte-parole du PS alors qu'il n'y a toujours, selon lui, pas de quoi fouetter un chat. Abdoulaye Wilane, que nous écoutons ici. Le jeu de l'opposition qui s'en prend à Ali Ngouille Ndiaye et qui le voue aux gémonies est un jeu cousu de fil blanc. Cette opposition a un problème de crédibilité devant l'opinion nationale et internationale. Cette opposition a boycotté la concertation nationale sur le processus électoral. Cette concertation a abouti à des conclusions. Un rapport est déposé. Des partenaires extérieurs, des observateurs étrangers ont audité le fichier et conclu que ce fichier, quoique perfectible, est bon, qualitativement. Alors, que voulez-vous qu'ils disent? Ils le guettent et l'attendent au tournant. Dès qu'il dit un mot, il lui cherche la petite bête. Ce que Ali Ngouille Ndiaye a dit relève de la parole d'un homme honnête, d'un homme loyal. La loyauté républicaine, c'est que quand on est nommé ministre de l'Intérieur et qu'on a même un parti, qu'on fasse son travail en tant que ministre de l'Intérieur, chargé d'organiser des élections pour que ce travail soit inattaquable, irréprochable. Et il a pris l'engagement d'organiser des élections non contestées. Maintenant, le citoyen qui est, l'homme qui est investi de la confiance d'un président élu et qui doit aller à des élections, l'homme qui a un parti dans lequel il assume des responsabilités, dit que, à l'image même de mes adversaires, ce que je dois faire pour gagner et faire gagner mon candidat, c'est inciter ceux qui sont du même bord que moi à être inscrits, à veiller à ce que tous soient inscrits, détiennent leur carte, puissent voter et votent bien pour notre candidat. Mais ça, dites-moi le candidat ou le partisan qui ne ferait pas ça. Autre sortie à polémique, celle du Premier ministre Mohamed Dionne sur le rapport d'Amnesty International sur les droits de certaines catégories de citoyens qui n'est pas du goût de Bok Gisgis qui voit une supercherie politicienne. Moussa Diakhaté, porte-parole du parti que nous écoutons. La position de Bok Gisgis reste toujours la même. Parce que là aussi, le Premier ministre a fui le débat. Parce qu'en parcourant le rapport de long à large, il ne s'agit non pas seulement d'affaires des homosexualités. Sur cette question, la position de Bok Gisgis est tranchée. Nous sommes un pays à majorité croyant. Nous nous battons contre toute forme ou toute loi visant à déstabiliser ces sociétés sénégalaises faites de croyants musulmans et chrétiens. Sur le rapport, vous avez vu l'indice de corruption va de mal en pis. Qu'on nous dise qui finance la Fondation Servir le Sénégal. Qu'on nous dise où est passé les 140 et quelques milliards qu'on nous dit avoir perdu entre le ministre des Finances et le Trésor. Qu'on nous dise pourquoi ce directeur de coude épinglé se permet de pouvoir distribuer 300 millions dans un meeting. Le ministre de l'Intérieur vient de faire des Sénégalais à part entière et des Sénégalais à part entière. Pour dire simplement que la situation du pays est catastrophique au plan économique. Les enseignants sont en grève, le monde sanitaire est depuis quelques jours, vous le constatez avec nous. Tout père de famille est inquiet aujourd'hui avec ces vols d'enfants parce que le pays est en insécurité. Pendant ce temps, après la bourde de Ali Ngouille Ndiaye, le président de la République pose un autre jalon. Il va commander des voitures anti-émeutes, comme pour préparer une riposte. Il faut se tenir debout, engager le combat pour un Sénégal démocratique et émergent.
Et puis la coalition Bokk Gis Gis en bureau politique a donné mandat à leur secrétaire général Pape Diop d'entamer une tournée politique afin, selon leur dire, de donner l'assaut final face à un régime moribond. Bokk Gis Gis est d'avis que le bateau est en train de couler et qu'il appartient aux Sénégalais de le redresser. Moussa Diakhaté, porte-parole du PS, que nous écoutons ici. Le parti a décidé de reprendre ses activités avec des tournées du président Pape Diop qui va démarrer dans les communes du Sénégal pour lancer l'assaut final face à un régime moribond. Il est dit et donné mandat à tous les responsables de se préparer à accueillir l'équipe qui va accompagner le président Pape Diop dans les 505 communes du Sénégal. Le pays vit des situations extrêmement difficiles. Le monde rural souffre. Les agriculteurs, notamment ceux qui ont encore le stock d'arachide, peinent à les vendre. Les enseignants crient à tous bords le respect des engagements. La dette publique intérieure flambe. Pendant ce temps, l'argent fait rare dans ce pays. En un mot, Macky Sall est en train de mettre le bateau Sénégal à l'eau. Le bateau est en train de couler. Il appartient aux Sénégalais, aux Sénégalaises de se donner la main, d'aller s'inscrire, même si nous constatons encore là une farce républicaine, un élan de coup d'État électoral. Car comment voulez-vous demander à des gens d'aller s'inscrire si ceux-là ne disposent même pas de leur carte d'identité? N'est-ce pas là encore une farce de mauvais goût? Mais il est dit, en tout cas, Bokk Gis Gis invite la classe politique et les citoyens de tous bords à adopter une posture de résistance, car nous avons été agressés, quand je dis nous, je parle des démocrates de ce pays, par ce régime à travers son ministre de l'Intérieur. À l'instant, Moussa Diakhaté, porte-parole plutôt de Bokk Gis Gis. La coalition prévoit d'organiser un sit-in devant le ministère de l'Intérieur pour protester contre les propos du ministre de tutelle qui a affirmé sa volonté de travailler pour que le président Macky Sall gagne au premier tour l'élection présidentielle du 24 février prochain. Bokk Gis Gis a indiqué qu'il ne laisserait rien au hasard pour que Aly Ngouille Ndiaye quitte le gouvernement et n'organise pas l'élection présidentielle. Vous écoutez la grande édition de 13h sur la radio RSP-FM 95.2. 13h17, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse, comme vous le savez, sont arrivés depuis hier au Sénégal pour une visite de 3 jours. La politique étrangère de la Turquie connaît une réelle inflexion et est devenue un partenaire stratégique de l'Afrique. Récit sur la Turquie pour une découverte. La Turquie, en forme longue, la République de Turquie, est un pays transcontinental situé aux confins de l'Asie et de l'Europe. Sa capitale officielle est Ankara depuis le 13 octobre 1923. Elle a toujours été un carrefour d'échanges économiques, culturels et religieux. Elle a également fait le lien entre l'Orient et l'Occident, d'où sa position géostratégique de premier plan qui se renforce au vu des événements politiques qui secouent tant le Moyen-Orient que le marché des hydrocarbures et les tensions liées au problème de l'eau. La Turquie moderne, fondée sur l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman, entachée par les génocides arméniens, assyriens et grecs pontiques, défaits suite à la Première Guerre mondiale, est une république parlementaire, laïque, unitaire et constitutionnelle. Depuis lors, elle n'a eu de cesse de se rapprocher de l'Occident en se joignant par exemple à des organisations de coopération. La Turquie est officiellement candidate depuis 1963 à l'entrée dans la communauté économique européenne, l'actuelle Union européenne, avec qui elle a conclu un accord d'union douanière en 1995, en vigueur depuis 1996.
Les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'UE sont officiellement en cours depuis 2005. Parallèlement, la Turquie a su conserver des liens privilégiés avec les pays à population majoritairement musulmane, comme elle, ainsi qu'avec le Moyen-Orient et l'Asie centrale, en participant notamment à l'organisation de la conférence islamique, l'organisation de conférences économiques et le Conseil turcique. La politique étrangère de la Turquie connaît une réelle inflexion avec l'ère inaugurée par Recep Tayyip Erdogan, accentuée encore avec la venue d'Ahmet Davutoglu au ministère des Affaires étrangères. La Turquie est devenue un partenaire stratégique de l'Afrique. Le reportage Carême sur RSP. La rubrique Carême, nous sommes avec Abbé Christophe Sen qui nous parle du pardon. Comment pardonner, mais surtout comment demander pardon avec Abbé Christophe Sen. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et l'on vous donnera, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Bien-aimés, le temps de Carême que nous vivons est un temps propice au cours duquel nous nous réconcilions avec Dieu et avec nos frères, les yeux fixés sur Jésus-Christ pour entrer dans le combat de Dieu contre le mal et ses œuvres. Et capable de miséricorde, de pardon, celui à qui a été fait miséricorde. Et savoir demander pardon donne au pardonné l'innocence et la paix retrouvée. Il délivre du sentiment de culpabilité. Pas un simple retour à l'état précédent, la faute qu'on aurait commise, mais il y a bien de nouvelles dimensions de relations ouvertes pour une paix nouvelle. Offrir le pardon également donne une nouvelle chance. Le pardonnant offre au pardonné une nouvelle chance, la force de se relever, c'est-à-dire d'autres raisons de vivre, d'espérer et de poursuivre la route. Point de prodigue sans pardon qui le cherche. Nul n'est trop loin pour Dieu, rien n'est fini pour Dieu. On est donc là comme recréé, une nouvelle créature capable d'aimer davantage. Et savoir offrir le pardon, c'est effectivement avoir la capacité de dépassement. Celui ou celle qui pardonne dépasse ses propres limites humaines. Quand on est capable de pardonner, on va à l'autre rive avec des pas en avant, en faisant un exode du pays de l'esclavage et de la mort au pays de la liberté et de la vie. L'actualité internationale sur la 95.2. Elle a fini de s'installer, Sylvie Khadifei, pour la page internationale. Bonjour. Bonjour, Élise. Nous démarrons par le Mali. 4 casques bleus ont été tués dans une attaque à l'engin explosif. Affirmatif, Élise. D'après l'ONU, 4 casques bleus bangladais ont été tués et 4 autres grièvement blessés mercredi après-midi dans le centre du Mali dans une attaque à l'engin explosif artisanal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l'attentat qui a tué 4 soldats de la paix bangladais, membres de la force de l'ONU au Mali, d'après son porte-parole Stéphane Dujarric. Et puis la Turquie débloque 5 millions de dollars pour la force antiterroriste du G5 Sahel. Tout à fait, Élise. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé à Nouakchott une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour donc financer la force militaire constituée par 5 pays africains pour lutter contre les groupes djihadistes actifs au Sahel. La Turquie a fait donc partie des pays qui comprennent le plus les dangers auxquels sont confrontés les pays du Sahel. Nous avons donc décidé de consentir une aide financière de 5 millions de dollars pour appuyer la forte conjointe du G5 Sahel. Erdogan l'a donc fait savoir hier, peu avant de quitter la Mauritanie pour le Sénégal, 3e étape d'une tournée en Afrique du Nord et de l'Ouest. Et il est chez nous, Sylvie, jusqu'à demain vendredi. En France, Marine Le Pen est mise en examen
examen pour avoir relayé des photos d'exaction de l'aile sur Twitter. Oui, Élise, la présidente du Fonds national Marine Le Pen a été mise en examen ce jeudi par un juge de Nanterre pour la diffusion en décembre 2015 de photos d'exaction du groupe État islamique sur Twitter. D'après donc le parquet, Madame Le Pen a été mise en examen pour diffusion d'images violentes, un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. En Russie, Sylvie, Vladimir Poutine est son rival pour la présidentielle. Effectivement, le rendez-vous annuel devait se dérouler en décembre 2017, mais il a été reporté à maintes reprises. Vladimir Poutine s'adresse ce jeudi aux 2 chambres du Parlement russe. Cette allocution se déroule dans un contexte particulier. Le 18 mars prochain, les Russes sont appelés aux urnes pour désigner leur président. Vladimir Poutine est en lice pour un 4e mandat. En Afghanistan, pour terminer, les talibans rejettent la main tendue des autorités. Tout à fait, Élise. La conférence de Kaboul pour la paix en Afghanistan s'est donc achevée. Les délégations de 25 pays se sont réunies dans la capitale afghane pour discuter du processus de paix et de la sécurité dans le pays où le conflit fait rage depuis 17 ans. Les insurgés talibans qui mènent des attaques régulières contre les forces de sécurité afghanes et étrangères contrôlent près de 40% du territoire. Ils ont adressé hier un message aux États-Unis pour les éviter à des pourparlers de paix. Ils rejettent en revanche la main tendue des autorités afghanes pour entamer des processus de paix. Voilà, c'est tout, Élise, pour l'actualité internationale. Grand merci à vous, Sylvie Khadifei, pour de l'avoir présenté. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal dans votre émission Scène Actu. En attendant, recevons notre lionne du jour, Marie-Thérèse Sagna, pour la page des sports. Alors, Marie-Thérèse, rebonjour. Rebonjour, Élise. J'ai vu que vous avez déjà commencé à bouger. Ah oui, là, je suis en pleine forme. C'est la page des sports. Hein? Amical, Sénégal contre Corée, c'est prévu pour le 11 juin. Tout à fait, l'équipe du Sénégal doit jouer avec une équipe asiatique en match de poule à la prochaine Coupe du Monde à la recherche de l'équilibre après avoir décroché Bosnie, Luxembourg, Ouzbékistan et Croatie. La Fédération sénégalaise de football contre vent et marée essaie d'obtenir une rencontre contre un pays proche de l'Empire du Soleil Levant selon le quotidien Record. L'information proviendrait au vice-président de la fédération, Abdoulaye Sow. Si le lieu n'est toujours pas fixé, cette rencontre pourrait se tenir le 11 juin prochain. Et puis Ligue 1, match retard, NGB Guédiawaye, un match à quitte ou à double? Effectivement, NGB Guédiawaye, c'est un duel de mal classé. C'est le match à ne pas rater, Élise. Un match à quitte ou double pour les deux équipes, surtout que NGB, 12e place avec 10 points, n'a plus gagné depuis la 5e journée devant Dakar Sacré-Cœur 1-0. De son côté, Guédiawaye qui obtient la 14e place avec 6 points et qui n'a remporté qu'un match sur 11 joués, a dû remercier son entraîneur Bounkounta Sissé. Avant-hier, il a été remplacé par Malik Diop. Toujours sur les matchs retard, Ligue 1, US Ouakam contre Ndiambour. Le réveil est imminent chez les Lebous. Hein? Oui, le stade Alassane Djigo de Pikine abrite ce jeudi 1er mars le match Ouakam-Ndiambour comptant pour la 4e tour retard. Une rencontre importante pour les deux clubs, seule formation sans victoire depuis le début de la saison. Ouakam, 15e place avec 2 points, Élise, reçoit une équipe de Ndiambour qui a la 10e place avec 15 points. Regardadi pour son succès devant Tenguetch. Changeons de discipline pour parler basket, quart de finale Coupe Saint-Michel-Mermoz, Uzo pour ouvrir le bal ce jeudi, Marie-Thérèse. Voilà, les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel démarrent aujourd'hui au temple du basket sénégalais Marius Ndiaye avec 2 matchs au programme. Mermoz et Lusso vont ouvrir
ouvrir le bal Élise. En seconde heure, les Saltigués affrontera les militaires de l'ASFA. Le quart de finale de la Coupe Saint-Michel vont se poursuivre samedi avec les rencontres Douane et Sibac et Duc HLM Basket Club. Sur l'international, Cédric Bakambu, footballeur africain le plus cher de l'histoire. Voilà, près de 2 mois après son arrivée en Chine, Cédric Bakambu s'est officiellement engagé avec Beijing Sinobo Guan ce 1er mars 2018 à Pékin. Le club pékinois n'a apparemment pas pu éviter de payer une taxe sur le transfert du Congolais. Résultat, l'attaquant de 26 ans serait devenu le footballeur africain le plus cher de l'histoire. Et pour finir, parlons de l'arrivée de Neymar à Rio de Janeiro. Voilà, le Brésilien Neymar, joueur vedette du PSG, blessé, est arrivé aujourd'hui à Rio de Janeiro en provenance de Paris et est immédiatement reparti en jet privé pour une décision inconnue, a annoncé l'attaché de presse de la Seleção. Neymar doit subir une opération d'une fissure osseuse au pied qui aura lieu à Belo Horizonte, sud-est, a précisé Vinicius Rodriguez, se disant sur à 99% que ce serait samedi. Voilà ce qu'on pouvait retenir pour l'actualité sportive, Élise. Et on continue de bouger avec Zachary Agaï pour le rappel des titres. Journée mondiale de la protection civile célébrée ce 1er mars, prétexte pour nous de s'arrêter sur les enfants errant dans les rues. Ce matin, Sylvie Radifei s'est rendue au Dara Mam Abdoulaziz Sy. Enfants et Internet, nous en avons parlé. L'État prévoit un plan d'action pour mieux les protéger. Et puis, visite du président turc au Sénégal, arrivé à Dakar hier avec son épouse. Erdogan a un agenda assez chargé. Cet après-midi à Diamniadio, avec le chef de l'État sénégalais, ils vont présider un forum économique sénégalo-turc. Retour sur l'histoire de ce pays, c'était avec Marie-Thérèse Sagna. La rubrique éducation, certainement vous l'aurez à 17h et à 20h. Suzanne Marisek s'est rendue à l'UCAD pour rencontrer les étudiants qui réclament une orientation en master et le paiement de leurs arriérés de frais de scolarité. La rubrique Carême, nous avons avec Abbé Christophsen parlé du pardon. Merci à Sylvie Fay pour la page internationale, à Marie-Thérèse Sagna pour la page des sports. Merci à vous qui étiez avec nous. Merci à Zach qui a assuré la technique de cette édition présentée avec beaucoup de plaisir par Élise Senghor. Merci d'avoir été avec nous.